payé sur la marge de crédit. En utilisant ces suppositions, on a aussi mis une croissance des ventes de 10% pour les 2 premières années, donc vraiment les premières années d'expansion vers les États-Unis, comparativement à 2% qui est la moyenne des 5 dernières années pour le secteur. Puis on a ensuite mis une croissance de 4% puisque bien sûr la majorité des nouveaux marchés là, vont être conquis dès les 2 premières années, puis par la suite là, ça va être une croissance tout de même supérieure parce que c'est un nouveau marché pour l'entreprise, mais à 4%. On a rajouté des frais de vente de 0,5% des ventes pour supporter cette exportation. Donc, bien sûr, il faut en tenir compte dans le projet. Puis, on a calculé l'amortissement et les intérêts additionnels, donc vraiment les flux monétaires différentiels, autant pour le bénéfice, pour les ventes supplémentaires que pour le bénéfice net différentiel que vous voyez ici. En utilisant maintenant un coût moyen pondéré du capital de 13,4% qui nous vient des proportions de dette long terme, marge de crédit et capitaux propres actuels de l'entreprise. Donc, on a supposé le même coût là, pour les dettes que je vous ai mentionnées plus tôt. Puis, on a calculé un coût des fonds propres en utilisant le modèle du CAPM, en prenant la prime du taux sans risque actuel de 1%, puis en supposant un bêta de 1,7 plus élevé là, que le bêta du marché, puisque c'est une PME plus risquée, puis qui va vers des nouveaux marchés là, qui sont plus ou moins connus pour elle. On a rajouté également une prime de 3% puisque c'est une entreprise privée, que les informations financières peuvent parfois varier, qu'on sait qu'il n'y a pas nécessairement de processus régulé. Donc, à ce moment-là, on vient rajouter notre prime pour actualiser tous nos flux monétaires, autant les investissements là, en capital fixe là, qui étaient l'équipement et la construction, en plus de l'investissement en fonds de roulement de 100 000, puis les bénéfices nets différentiels à chaque année. C'est important de noter ici qu'on a considéré les flux monétaires pour 5 ans parce qu'on suppose qu'en tant qu'ange investisseur, votre but n'est pas justement de prendre part à la gestion de l'entreprise. Donc, c'est vraiment de maximiser votre rendement, de générer de la croissance, mais d'ensuite vous retirer du projet, puis d'empocher, si on veut, votre rendement à ce niveau-là. Donc, en utilisant cette méthode d'actualisation des flux monétaires libres pour la firme différentielle, on obtient une valeur nette du projet positive de 67 000 qui vous donne un rendement de près de 23% sur 5 ans, ce qui est excellent. Puis, bien sûr, c'est important de noter que ce rendement-là, pour la firme elle-même, s'ajoute à son ROE déjà généré en moyenne. Donc, c'est une firme très rentable, puis qui est très intéressante d'aller investir à l'intérieur. On a ensuite évalué avec la restructuration que ma collègue Pascal vous a mentionné plus tôt. Donc, en réorganisant un peu les ressources humaines, la production et la gestion, on a diminué le coût des marchandises vendues. Je m'excuse ici, c'est CMV qui aurait dû apparaître pour justement la restructuration. Mais on a par contre dû ajouter des frais additionnels de formation des employés. Donc, c'est pour ça ici qu'on a ajouté des frais d'administration de 1%. Puis, grâce à la gestion de risque qu'on vous propose de discuter avec la directrice, on a pu réduire la prime du CMPC de 1% pour générer pour les prochaines années des flux monétaires actualisés une valeur actualisée de 98 000. Donc, on tient compte ici d'une croissance supérieure des ventes puisqu'on peut vraiment aller maximiser nos ventes à l'international par une meilleure gestion. Puis, on a un rendement encore plus supérieur pour vous, donc à 33%, qui varie entre 27 et 41% sur 5 ans, là, en effectuant une légère analyse de sensibilité, en utilisant les deux facteurs qui ont le plus d'impact, le CMPC de la firme et le taux de croissance des 2 premières années là, pour la firme ici. Donc, en alignant de ces informations-là, évidemment, comme on vous propose évidemment d'aller investir le 300 000 $ qui est nécessaire pour le projet qui a été évalué par Mme Bourbeau. Donc, évidemment, ça vous donnerait un investissement de 43% dans l'entreprise. Donc, vous n'auriez pas le contrôle, mais c'est évidemment ce que vous vouliez ne pas avoir à supporter la partie décisionnelle du conseil d'administration des actionnaires. Et évidemment, dans cette optique-là, vous auriez, avec le projet, évidemment, les retours sur fonds propres qui sont générés déjà là, par l'entreprise, vous auriez un retour sur investissement qui serait très intéressant et vous pourriez là, évidemment là, apporter votre expertise à l'entreprise pour assurer la prospérité là, future de l'entreprise. Quelques autres éléments à considérer, nous avions vu que, évidemment, il y avait beaucoup de comptes clients présentement dans l'entreprise. Donc, une assurance crédit pourrait être potentiellement une bonne idée, considérant que les frais sont déductibles d'impôts. Puis aussi, ça pourrait être seulement chez les plus gros clients, considérant qu'il y a quand même 70% des ventes qui sont chez 3 clients seulement, donc c'est assez important pour une entreprise.
En ce qui concerne le marketing, on est conscient que c'est une PME budget restreint et le produit sont sous la main du client. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on leur proposerait, c'est simplement d'aller dans les foires et également utiliser des études de préfaisabilité pour voir si le produit n'est pas déjà là présentement sur le marché. Donc évidemment, très très simple, investissement, début de la restructuration. Si évidemment la directrice est favorable et voit justement les plus que ça peut apporter dans une vision future de l'entreprise, faire un suivi et finalement se retirer est en mesure d'avoir un retour sur investissement très intéressant. Donc, si on vous rappelle, au départ, on vous a dit que c'était les entreprises qui s'adaptaient le mieux, qui étaient les plus compétitives sur le marché. Donc, c'est dans cet ordre d'idée-là que Alimer se dirige, donc vient vraiment venir s'adapter au marché pour être compétitif. Donc, avec votre investissement, ça vous permettrait la pérennité et la prospérité future en même temps que votre profitabilité financière personnelle. Peut-être que je ne l'ai pas vu, vous avez pensé trop vite. Sous quelle forme vous nous recommandez d'investir? Par capital action. Oui. Puis vous avez deuxième question, vous avez donné beaucoup d'actions à établir, beaucoup d'actions. Lesquelles, en priorité, si vous aviez à donner 3? Premièrement, c'est sûr, ça serait d'aller s'assurer qu'on a le directeur des ressources humaines. Ici, on veut faire vraiment une croissance des ventes à long terme. Maintenant, on va être sûr d'avoir le personnel nécessaire pour assurer cette croissance-là. Ensuite, c'est certain que ça serait d'aller se focaliser vraiment sur s'assurer qu'on a une entente, que la firme a une entente pour la distribution des produits, donc aux États-Unis, avec un distributeur alimentaire. Puis, troisièmement, comme on vous l'a mentionné, s'assurer qu'il y a un suivi sur la formation à l'intérieur, encore une fois, de la compagnie. Dans votre évaluation, quelle pondération vous avez donnée aux compétences de la promotrice? Vous parlez de la directrice? La directrice, oui. Moi, le nom de moi. Parfait. Ma formation pour c'est sûr qu'étant donné que c'est l'entrepreneur principal, on ne peut pas vraiment choisir de diminuer, par exemple, son rôle décisionnel, étant donné qu'elle n'acceptera probablement pas de se faire financer son projet si elle perd son rôle décisionnel. Maintenant, c'est sûr qu'elle a quand même une formation, là, un bac, puis elle a sa famille a toujours travaillé là, dans l'alimentation, les fruits de mer en spécifiquement. Elle a commencé sa compagnie, puis elle a vraiment une reconnaissance quand même dans son milieu. Donc, on pense vraiment qu'elle est à même de faire cette implantation-là, puis d'aller à l'international. Ça fait partie finalement de vos recommandations, finalement. C'est une des forces, je comprends. Oui, absolument. Question financière? Les formations professionnelles. Écoutez, est-ce qu'on peut revenir sur quelques diapositives? Oui. Puis je vais poser des questions. J'en ai quelques-unes, mais je vais bouleverser le thème des collègues. Mais tout d'abord, vous avez fixé un taux de 10,75, cette diapositive-ci, sur la marge de crédit utilisée. C'est fondé sur quoi ce taux-là, 10,75? C'est vraiment le taux de base là, actuel environ pour les primes, les marges de crédit plus la prime de 0,75 %. Donc on sait qu'une marge de crédit va toujours être un petit peu plus coûteuse qu'un prêt à long terme, par exemple une hypothèque. Donc c'est vraiment basé sur le type de financement. Si on continue dans la prochaine diapositive, je vais poser des questions très directement. Sur votre... je ne me rappelle pas où vous avez déterminé le rendement qui était exigé par les actionnaires. Vous avez dit un bêta de 1,7, oui. Puis le taux de 8 puis le taux de 1 %. Parlez-moi comment vous avez déterminé ces trois taux. Le taux de 1 %, c'est le taux actuel là, sans risque des bons du Trésor 3 mois, donc c'est simplement le taux sans risque. Le 8 %, c'est la prime moyenne du marché là, dans les 25 dernières années, donc c'est vraiment une prime du marché. Puis le 1,7 %, bien sûr que c'est une supposition parce qu'on n'avait pas le bêta pour l'entreprise, mais considérant qu'un bêta de 1, c'est égal au marché, si on veut, pour le niveau de risque, on est allé supérieur à 1 pour être sûr qu'on représente le risque. Là-dessus, je vais vous challenger un petit peu parce qu'habituellement, le bêta, c'est la sensibilité d'un titre avec le marché. On est dans le domaine alimentaire, on devrait s'attendre à avoir un bêta inférieur à 1. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr, mais par contre, c'est dans le domaine alimentaire qui n'est pas l'épicerie, donc c'est pas nécessairement. Les gens ici ont leur revenu discrétionnaire, ils peuvent dépenser dans autre chose que des plats préparés, donc c'est moins stable à long terme que les produits de base de l'épicerie, donc c'est à ce niveau-là le risque est un petit peu plus élevé. OK, ben, j'ai quasiment fini mes questions. Alors,
Ah, vous avez dit aussi que, je ne me rappelle pas quelle diapositive, mais que parmi les solutions, il fallait baisser les dettes et augmenter les liquidités. Mais ce que je vous dirais, c'est que toutes les entreprises, dans leurs objectifs, c'est augmenter la rentabilité, baisser les dettes et augmenter les liquidités. Mais comment peut-on procéder pour arriver à ça? Mais évidemment, là, on avait proposé ça comme action considérant le risque financier. Non, quand on veut diminuer la dette, c'est évidemment d'aller chercher des investisseurs pour venir rééquilibrer la valeur de l'actif. Puis évidemment, avec des rendements comme présentement le présent animal, c'est plus facile pour eux potentiellement d'aller chercher des investisseurs. Par contre, évidemment, comme c'est une PME, on sait que la directrice veut garder son pouvoir décisionnel et son pouvoir de majorité. Évidemment, ce n'est pas des actions qui sont évidentes et faciles. Comme vous l'avez dit, ce sont toutes les entreprises qui tendent vers l'augmentation des liquidités et de la diminution de la dette. Donc, c'est vraiment, là, il y a toujours les deux côtés un peu à l'augmentation de la dette parce que, bon, il y a des... Si on veut diminuer la dette, on diminue aussi nos paiements d'intérêt qui peuvent être bénéfiques là, pour nos impôts. Donc, il y a vraiment les deux côtés. En ce qui concerne les liquidités, comme nous ont dit, là, les comptes clients sont vraiment importants. Donc, peut-être que... Donc, en gérant mieux le fonds de roulement. Peut-être une petite dernière question, parce que j'ai le temps d'une dernière question. 30 secondes. Vous avez dit dans vos états financiers prévisionnels que une des solutions, c'était d'engager quelqu'un aux ressources humaines. Alors, quel genre de candidat vous voyez, quel revenu, est-ce que vous avez pensé à ça dans vos prévisions financières? Oui, on a supposé environ un revenu là, de environ 70 000, donc ce qui est à peu près peut-être la moyenne approximative pour un directeur là, de ressources humaines. Puis bien sûr, ça serait quelqu'un idéalement avec un MBA, mais bien sûr avec un bac en ressources humaines ou en administration et de l'expérience sur le terrain. Ça serait un candidat idéal. Alors, n'oubliez pas les candidats du CRIA. Merci beaucoup. Merci.